On retrouve nos chers invités pour la suite de Regard croisé, Pasteur Edo Komi. Nous avons également deux journalistes, Adam Adjronou et Germain Pouli. On parlait du Nigeria et de ce carnage à Oyo où des gens sont venus attaquer une église catholique faisant des morts. Alors la sécurité reste un défi, Germain Pouli, vous aviez la parole, un défi donc majeur dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Oui, c'est un grand défi et c'est vraiment inhumain. Même les animaux, on ne peut pas les abattre comme ça. Même les animaux qui s'entre-déchirent dans la forêt ne le font pas comme ça. Et là, les morts, là aujourd'hui, ça devient des chiffres. On vous dit une vingtaine de morts. Ce qui vient de s'ajouter à ces 40 000 morts déjà qu'on enregistre depuis une dizaine d'années dans ce pays, avec des millions de déplacés, ça devient des chiffres et ça ne dit plus rien. Demain, on passe à autre chose. Je crois vraiment qu'il faut que les populations réveillent. Les dirigeants dans ce pays, on veut bien voir des dirigeants qui font l'effort, qui sont un peu débordés, mais là, il faut, d'où viennent ces armes? On peut quand même contrôler un peu, on peut limiter un peu. Je crois que le Nigeria doit être un peu plus sérieux que ça. Et aujourd'hui, c'est un grand défi. Et ça fait que là, aujourd'hui, c'est le Sahel. Aujourd'hui, c'est la côte aussi, le Togo, le Ghana, qui sont en train d'être touchés, tout comme le Bénin. Et cette violence-là, malheureusement, on commence à s'habituer à cette violence-là. Comme je l'ai dit, ça devient des chiffres. On vous dit il y a tel nombre de morts et puis c'est parti. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, on vient parler de ça dans un autre coin de l'Afrique ou dans ce même pays. Je crois qu'il faut des solutions africaines aux questions de sécurité. Il y a des solutions occidentales qui arrivent. Mais il faut que l'Afrique se ressaisisse. Il faut que ses dirigeants se ressaisissent. On ne peut pas comprendre comment tout ça peut se passer, comment toutes ces armes-là peuvent circuler aussi librement, comment des individus, je sais dans quel état ils se trouvent, en allant dans ce genre de lieu. On a vu un peu en France, on est allé égorger un prêtre dans une église, on a vu. Mais ici, on va tuer. Je pense que les populations doivent ne serait-ce que manifester par rapport à cette situation-là pour que l'État prenne conscience qu'il faut agir. Il faut agir de façon déterminée. C'est vrai qu'on ne peut pas assurer la sécurité à 100%, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen pour le protéger, mais on peut déjà limiter les dégâts. La circulation des armes, je pense qu'il faut l'arrêter. Et quel type d'armes? D'où peuvent venir des explosifs dans les mains des civils? À moins qu'on nous dise que c'est l'armée qui allait tuer les gens à l'église. Mais si c'est des civils, ces armes de guerre, ils les tiennent d'où? Il faut que l'armée essaie de mettre de l'ordre. C'est assez triste. Et malheureusement, ça vient rallonger cette longue liste-là de dizaines de milliers de Nigérians qui ont perdu donc la vie depuis que le pays est totalement couvert. Là, nous sommes dans la zone sud-ouest qui était épargnée, comme le disait Pasteur. Aujourd'hui, donc, c'est tous les quatre coins du Nigeria, si ce n'est pas Boko Haram. Ce sont les sécessionnistes, ce sont les bandits, les kidnappeurs. Et donc aujourd'hui, c'est tout le territoire nigérian qui peut subir ce genre d'attaque à tout moment. Et ceci à la barbe donc des forces de sécurité, de défense qui se révèlent pratiquement incapables de contrer le danger. Alors avant de retrouver Pasteur Edo Komi, il faut dire à Adam Adjronou qu'il y a de nombreux foyers d'insécurité dans ce pays, mais l'élection et la réélection du président Buhari étaient une sorte d'espoir pour le Nigeria. D'ailleurs, il avait dit qu'il allait balayer la maison, surtout sur le plan sécuritaire. Étant un général, comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, on peut dire que c'est une banqueroute, la gouvernance du président Buhari, sur le plan sécuritaire surtout. Oui, c'est totalement raté. C'est totalement raté. Il vous en souvient que lors de son premier mandat, c'était son leitmotiv pour arriver donc à endiguer cette crise-là qui a fait pratiquement partie de son prédécesseur. Puisque on était
c'est vrai, Boko Haram était là, mais il était devenu beaucoup plus virulent avec l'avènement de Goodluck Jonathan. Donc lorsque nous parcourons un peu les motifs qui n'ont pas plaidé en faveur de Goodluck Jonathan, l'insécurité est en bonne place. Et malheureusement, les Nigériens ont eu espoir sur le président Buhari, mais ça a été dans des espoirs douchés, même lors de son premier mandat, puisqu'il avait dit qu'il mettra tout en œuvre pour endiguer cette crise-là qui devenait de plus en plus violente sur pratiquement le nord du territoire. Et malheureusement, rien n'a été fait. C'est ce qui a fait que sa réélection, d'ailleurs, a été difficile. C'était très difficile pour qu'il soit donc réélu. Et moi, je mets ça à l'actif de la mauvaise organisation de l'opposition qui n'a pas pu damer l'opinion donc à Buhari, qui est revenu. Et malheureusement, on a vu que ça s'est empiré. Et là, lorsque vous prenez le Nigeria, c'est un pays qui nous a habitués, disons, à l'indécis. Tout simplement parce que vous avez vu bien avant même ce carnage-là, il vous en souvient qu'il y a eu une raffinerie qui cohabitait pratiquement avec la population pendant des années. Dans un pays où nous parlons de la première puissance militaire pratiquement au niveau de la CEDEAO. Et une puissance militaire qui peut également être vue au niveau continental. Et on voit une raffinerie non connue par l'administration publique qui cohabite avec les populations. Donc il va arriver que cette raffinerie-là puisse causer d'autres carnages pour qu'on se réveille et qu'on soit au courant que voilà une raffinerie qui cohabitait donc avec la population. Donc tout ceci, moi, m'amène à dire que il faudrait pratiquement orienter le regard ailleurs, puisque c'est un pays également où lorsque nous parlons de la corruption, c'est un pays qui tient la dragée haute au niveau de la corruption également. Et lorsque on me dit que voilà, on part d'une ville comme Port Harcourt, qui est une grande ville pétrolière, et où nous avons les plus grands riches, où nous avons des forces militaires qui sont donc présentes, et on nous dit que voilà, une raffinerie donc est présente, et que le pouvoir central n'est pas au courant. Ça pose énormément de problèmes. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça vise beaucoup de choses, et qu'il y a des personnalités qui peuvent être au courant, mais étant donné que la corruption est arrivée à un niveau très endémique, font que les gens n'arrivent pas à parler. Donc, tout ceci m'amène à dire que même si l'on n'attaque pas le mal par la racine, le Nigeria continuera par surprendre plus d'un. Et ces carnages-là, on n'en finit pas d'en compter. Jamais le disais tantôt, puisque lorsque vous prenez le Nigeria, chaque jour, il suffit de les comptabiliser, on passe à autre chose. C'est devenu pratiquement le quotidien de tous les Nigériens. On n'en parle plus, puisque aujourd'hui, comme je le disais, lorsque nous prenons au niveau de cette subdivision, vous constaterez que lorsque nous sommes au nord, on parle de Boko Haram, mais lorsque nous arrivons un peu plus dessus, ça voudrait dire que les gens ont pris d'autres relances pour se faire l'argent. Donc, ils créent d'autres artifices et la population est leur cible primordiale. Donc, je pense que au-delà de tout, il faudrait franchement qu'un président qui arrive ait cette volonté exprimée doit être manifeste. Et en ce qui concerne dans la lutte contre l'insécurité dans ce pays-là, il faudrait véritablement qu'il y ait un président qui arrive, qui met les moyens, qui met également les ressources qu'il faut pour arriver véritablement à mettre fin à cela. Sinon, le Nigeria, comme je l'ai dit, continuera par ce temps plus d'heures en Afrique. Pasteur Edo, combien on va acheter avec vous? Non, mais au grand mot, les grands remèdes, il faut une méthode forte pour pouvoir stabiliser et sécuriser le Nigeria. Le Nigeria, c'est une déception pour nous, hein. C'est une grande déception pour nous. Parce qu'on aurait pu surfer sur le Nigeria, nous les petits pays, pour pouvoir développer. Mais c'est plutôt le contraire, à cause de la corruption. De la corruption, du désordre, tout se fait de manière inorganisée. Et c'est ça. Aujourd'hui, on dit qu'il y a eu plus de 50 morts. Où est la solidarité africaine par rapport à ces morts? La solidarité africaine. On ne sent pas ça. La condamnation, c'est des lettres de condoléances. C'est des lettres de condoléances.
On se rappelle, le 7 janvier 2015, on se rappelle de l'attaque contre Charlie Hebdo. On a vu la mobilisation des chefs d'État d'Afrique. Il y avait eu combien de morts? Il y avait eu 12 morts, 11 blessés, je me rappelle si j'ai bonne mémoire. 12 morts et puis... Ils étaient à Paris pour soutenir le peuple français. Pour soutenir le peuple français. Mais dès lors que ça se passe en Afrique, où il y a eu des morts, au Mali, il y a eu au Burkina, au Niger, au Nigeria, on ne sent pas ce soutien moral, le déplacement des chefs d'État vers cette zone-là, à Oyo, pour apporter leur soutien. Ça va galvaniser le peuple, ça va galvaniser le chef de l'État nigérien. Et puis, on aura quand même quelque chose qui puisse nous permettre de pouvoir arrêter cette tuerie. Mais c'est macabre. Donc, l'Union africaine est là, on dit l'Union africaine est là pourquoi? La CEDEAO est là pourquoi? Je crois que c'est de telle situation qu'on va les voir. Qu'on va les voir, qu'on va les évaluer. Ils sont proches des peuples. Parce que c'est des peuples qui sont victimes. Et donc, si on ne les voit pas, bon, on les sent sur des terrains où ils sont totalement sous l'ordre pour parler, pour agir, ce n'est pas du tout bien. Il faut que la solidarité se manifeste quand il y a ce genre d'événements malheureux, qu'il y ait de la solidarité, et même entre les peuples. Nous, au Togo, on peut soutenir les peuples du Nigeria pour dire, bon voilà, nous sommes contre cela, nous apportons notre soutien. Je crois que c'est ce qui se fait dans les autres pays. Un mort en France, vous voyez la mobilisation, c'est tout le pays qui est concerné. Nous, 50 morts, 100 morts, ça ne nous dit rien, il n'y a pas de mobilisation, le président ne s'exprime pas, les dirigeants ne s'expriment pas. Voilà, et puis, bon, les dégâts, tous les jours, on vit dans les dégâts. Le président congolais de Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi, a lors d'un tête-à-tête avec son homologue congolais de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 aux prises avec les forces armées de son pays dans l'est de ce pays. J'ai toujours soutenu qu'il fallait construire des ponts au lieu de construire des murs. Le fait de vouloir la paix, la fraternité et la solidarité n'est pas un signe de faiblesse, a déclaré le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. On vous retrouve, Germain Pouli. L'affaire l'a fait grand bruit au niveau des deux pays. Le Congo, Kinshasa, on a vu des manifestations de la société civile, des partis politiques. Le président Félix Antoine Tshisekedi, lors de son déplacement à Brazzaville, a réitéré cela pour lui. C'est le Rwanda qui soutient le M23. Oui, je crois qu'il a été assez clair. Il n'a pas porté des gants pour s'attaquer à son voisin du Rwanda qu'il accuse donc de soutenir ce mouvement-là, qui avait conquis l'une des villes de la RDC dans les années en 2012, avant d'être battu par l'armée congolaise et donc de replier. Et là, depuis quelques temps, ce mouvement-là du M23 donc est renaît de ses cendres et attaque régulièrement la RDC et se replie donc au Congo. À l'époque, on disait que ce mouvement se repliait soit en Ouganda ou au Rwanda. Mais on a vu ces derniers temps un refoulement des relations donc entre l'Ouganda et la RDC, les deux présidents qui entretiennent de bonnes relations, qui ont entrepris des projets communs de développement, qui font qu'aujourd'hui, c'est du côté du Rwanda que les Congolais, en tout cas de la RDC, voient le mal venir. Et le Rwanda aussi qui se défend, qui dit ne pas être derrière ces attaques, qui reste une guerre entre Congolais, comme le dit Kigali, qui vient même dire que l'armée de la RDC a lancé des obus sur le territoire rwandais avec quelques dégâts et qu'il sollicite d'ailleurs une enquête pour pouvoir situer les responsabilités. Alors là, on est dans un langage beaucoup plus politique, mais la réalité, elle est là, parce que la RDC a pris sur elle de mettre de l'ordre sur toute l'étendue du territoire, surtout dans les zones où il y a des conflits, en nommant des militaires
comme gouverneur dans ces zones-là. Et là, c'est là où on constate qu'au niveau de Goma, ça ne va pas toujours. Il y a ce mouvement-là qui est là et qui est en force. Et je crois qu'il y a quelques mois, les forces armées de la RDC avaient arrêté 2 militaires, un adjudant et un soldat, qu'ils ont présentés comme des éléments de l'armée rwandaise qu'on a pris au sein de ces rebelles-là, qui viennent intervenir, qui viennent les former, qui viennent aussi recruter. Et donc le débat est là. Et aujourd'hui, je pense que pour Kinshasa, c'est un peu de trop, il faut réagir. On a vu la preuve aussi avec les décisions qui ont été prises. C'est déjà de convoquer l'ambassadeur du Rwanda donc, à Kinshasa. C'est déjà de suspendre aussi le vol de la compagnie aérienne rwandaise en direction de la RDC. Et donc avec ces 2 décisions-là, je crois que la RDC aujourd'hui a décidé donc à contraindre le Rwanda à ne pas apporter un soutien présumé ou réel, on le dira plus tard, à ces groupes-là qui fragilisent la paix, surtout qu'on est à la veille des élections et que le président actuel a envie de rempiler et qu'il entend aussi présenter la situation sécuritaire comme l'un des résultats de son mandat. Donc je crois que là, à ce moment-là, il a envie d'avoir quelques résultats et je pense que ce n'est pas de bon augure, cette guerre-là qui étaient là latentes, qui existaient, mais là qui sont totalement ouvertes. Et on espère que Denis Sassou Nguesso, qui est un doyen aujourd'hui en Afrique, à qui on pose ce problème, qui est dans cette région-là, saura peut-être une fois encore se mettre en vedette et arriver à concilier ces 2 pays-là. La RDC que je dirige et celle que je vais voir est celle où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité. Notre pays l'a toujours été. Cela ne doit pas constituer une occasion pour les voisins de venir nous provoquer. J'espère que le Rwanda a retenu la leçon, a ajouté le président Félix Antoine Tshisekedi. Oui, et Pasteur Edo Komi, Germain a énuméré tout à l'heure certaines mesures qui ont été déjà prises par le gouvernement congolais. Mais dire les choses sans détour et surtout sans embâche par le président Félix Antoine Tshisekedi montre à suffisance sa volonté en découdre, non seulement avec le M23, mais éventuellement avec le Rwanda. En découdre, bon, peut-être bien, oui, à dire vraiment la vérité au Rwanda. Moi, c'est un réveil tardif de la RDC, un réveil par rapport au soutien du Rwanda au M23. Moi, je suis surpris que c'est maintenant, c'est pas encore tard. Puisqu'on ne peut pas, en voyant l'équipement matériel de M23, comment le M23 agit, on doit savoir que le Rwanda et l'Ouganda sont leur base. Il n'y avait même pas de... Je dis c'est tardif parce que moi, même en tant qu'un technicien, on sait que c'est le Rwanda. Le Rwanda tire énormément de profit. Les matières premières, le développement de Rwanda, vous le mettez où? C'est avec quoi? C'est avec les ressources de la RDC. Et donc, il faut créer de l'instabilité dans cette zone-là, mais pour pouvoir exploiter les ressources de la RDC. Moi, c'est tardif. On le savait depuis que c'est Rwanda, avec Paul Kagame. D'ailleurs, quand vous remontez au génocide avec le décès, l'assassinat d'Abiyarimana, donc on savait déjà que le plan, c'était le plan de pouvoir conquérir presque une partie de la RDC. Et c'était ça. Et donc, aujourd'hui, le président congolais, et Tshisekedi, est à quelques jours, à quelques mois de la fin de son mandat. Et il avait promis aux Congolais qu'il allait assurer la sécurité. Assurer la sécurité et finir définitivement avec M23. Malheureusement, M23 est en train de naître de 16 ans, comme J'aime l'a dit tout à l'heure, et continue
de faire des incursions meurtrières en RD Congo. Et du coup, ça ne peut pas plaire à Tshisekedi. Je crois bien que le Rwanda doit faire profil bas maintenant, parce que c'est clair aujourd'hui, c'est clair du côté. Vous avez vu la mobilisation des Congolais désormais face contre le président rwandais. Paul Kagame. Ce n'est pas du tout bienséant. C'est très malséant qu'un pays africain puisse se permettre ce genre de comportement par rapport à l'autre pays. Et surtout, je suivais un analyste qui disait que le M23 fait beaucoup de... Quand vous prenez les factions rebelles et M23, ce qu'ils ont fait, le nombre de morts qu'ils ont fait en RD Congo, il le disait, je ne sais pas s'il a des chiffres, mais techniquement, il disait que ce n'est pas loin de ce que le Rwanda a connu lors du génocide. Mais le génocide est derrière. Maintenant, avec M23, avec les factions rebelles, en RD Congo, c'est les assassinats, c'est des tueries massives de tous les jours. Les gens n'ont jamais connu de sécurité depuis un certain moment. Et donc, le président Tshisekedi a raison d'être monté, c'est-à-dire d'aller jusqu'à se dire cette vérité, hein, que c'est le président rwandais qui soutient M23. Aujourd'hui, il est de bon ton quand même que le président Paul Kagame, hein, face à amende honorable devant RD Congo. C'est vrai que le Rwanda devient aujourd'hui une puissance militaire dans la zone, c'est une puissance militaire, c'est bien équipé, qui intervient sur les champs de guerre. Mais en Centrafrique et autres pays. Je pense bien que maintenant que le président Tshisekedi a pris les choses à main, ces mesures sont les bienvenues pour pouvoir permettre à cette partie de RD Congo de retrouver la stabilité et la paix. Alors, Adam Adjaranou, pour le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, c'est le Congo-Kinshasa qui n'a pas bien géré le dossier M23, qui n'a pas réglé ce dossier. C'est ce qui aurait irrité certains hommes forts de ce mouvement à revenir surtout en puissance. Vous savez, lorsque vous suivez bien les propos du président Tshisekedi, vous comprendrez que c'est un président qui n'a jamais été aussi catégorique et il mesure bien ses mots. Alors c'est un président qui est vu depuis lors comme ayant incarné une certaine l'esprit d'ouverture de parcimonie dans cette région-là. Vous allez constater que depuis les règnes le magistère de son prédécesseur, Joseph Kabila, il était au front pratiquement avec tous ses voisins. Ce qui n'a pas permis réellement de résoudre cette crise-là que le Congo a connue. Peut-être Joseph Kabila avait raison. Bon, il est très difficile de trancher de la sorte. Parce que vous savez, entre nous pays africains, nous avons nos moyens de pouvoir résoudre nos problèmes, que ce soit des problèmes ethniques, que ce soit des problèmes entre pays. Nous avons quand même cette longueur d'avance que les Occidentaux n'ont pas, de pouvoir faire prévaloir, disons, le bon sens et le dialogue entre nous. Ce que Tshisekedi est en train de faire valoir aujourd'hui, vous allez constater que pratiquement la RDC Congo est devenue pratiquement au centre même des enjeux liés à la résolution d'un certain nombre de crises dans la Grande Lac. Donc, mais aujourd'hui, s'il en est arrivé là, ça voudrait dire quelque part que autant qu'il a fait valoir toujours cette disponibilité à renouer le lien avec ses voisins, est en train d'être vu comme de la faiblesse en son égard. Et c'est ce qu'il a souligné. Ouais, il a dit clairement. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir rajouté le président Denis Sassou Nguesso comme médiateur. Il a fait effectuer ce déplacement. Il n'a pas effectué justement pour aller pleurnicher chez Sassou Nguesso, mais c'est justement pour l'interpeller sur les agissements de son voisin. Parce qu'il y a le président angolais qui est déjà mis en condition, qui n'a pas véritablement commencé, mais déjà, étant donné que les deux présidents qui sont aujourd'hui
au froid sont en train déjà, ils ont donné des gages à pouvoir d'abord discuter avec le président Lorenzo qui n'a pas encore mis, disons, les artifices en place pour les rencontrer. Donc, étant donné qu'on a encore mis le président du Congo-Brazzaville, la contribution, ça voudrait dire quelque part que Tshisekedi est en train de voir cette crise-là avec une grandeur et qui peut malheureusement amener ces deux pays-là à des situations qu'on ne souhaiterait pas en Afrique. Et donc je pense qu'il appartient à Paul Kagame de pouvoir faire mobiliser, avoir une enquête qui puisse amener chacun, puisse reconnaître en fait des ratés n'est pas une faiblesse. Tshisekedi l'avait fait par moi, puisque quand bien même qu'il y avait des arguments qui laissaient présager que le Rwanda était en train de soutenir le M23, il est allé avec parcimonie en faisant en sorte que ne pas faire prévaloir donc ces éléments qui puissent donc militer en sa faveur. Donc je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a eu 2 soldats qui sont arrêtés au rang de ces militaires-là, c'est déjà une preuve tangible que le Rwanda soutient donc le M23. Donc il n'y a pas de raison de toujours continuer, pas nier ou aller pratiquement à l'affrontement. C'est ce qui, à mon sens, devait amener le président Paul Kagame à pouvoir mettre balle à terre si tel qu'il veut entretenir de bonnes relations, comme déjà le président Tshisekedi a déjà fait le pas, ce que n'avait pas fait depuis des lustres aucun président au niveau de la RDC. Il devait donc profiter de cette opportunité-là de reconnaître que voilà, il y a eu un cas, même si il laisse le choix en disant que voilà, chacun tire le drap de son côté, mais étant donné qu'il y a des indices probants qui inculpent pratiquement le Rwanda, il faudrait quand même que le président Paul Kagame puisse mettre balle à terre et reconnaître, en tout cas à ce stade-là, qu'il y a eu des soutiens peut-être insus du gouvernement, entre griffes, parce que ce serait très difficile qu'on puisse voir des hommes se soutirer des effectifs et aller soutenir des rebelles et dire que voilà, l'armée régulière n'est pas au courant. Donc je pense que cela permettrait de pouvoir renouer ces relations-là qui est en train de se fissurer. Germain Pouli, quel rôle peuvent jouer les présidents de la sous-région au-delà de cela, l'Union africaine? Comme Madame l'a dit tout à l'heure, le président angolais, Joao Lorenzo, a commencé. Alors Félix Antoine Tshisekedi est parti discuter avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter concrètement dans la résolution de cette crise? Je pense qu'ils ont intérêt à s'impliquer parce que Tshisekedi aussi l'a relevé par endroit, c'est qu'aucun pays de cette zone-là ne peut tirer un bénéfice de l'instabilité de l'insécurité d'un de ces pays de la zone. Vous le permettez, Germain, on nous attend pour le journal. On va marquer juste la pause et on revient avec vous, chers invités.